Madame, monsieur, bienvenue sur Gabon 24. C'est l'heure de votre débat du 12-15. Aujourd'hui, nous restons axés sur la sécurité alimentaire lorsque on conduit une mission de contrôle sur la sécurité sanitaire des aliments et qu'on découvre qu'il y a certains produits qui sont désormais impropres à la consommation. Nous nous interrogeons aujourd'hui sur le devenir de ces produits. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau Sir Pavlov Moussavou. Il est sociologue politique et expert en études environnementales et sociales. Bienvenue à vous, monsieur Pavlov. Impact social et environnemental. Merci pour la précision. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation surtout. Nous en sommes honorés. Et à côté de vous, Donald Saint-Esprit Makunga, vous êtes acteur politique et acteur de la société civile. On met un petit trait sur vos responsabilités sur le plan associatif et autres. Bienvenue sur le plateau de Gabon 24. C'est nous qui vous remercions. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, hier on parlait des différents organes qui interviennent lorsqu'il faut conduire une mission de contrôle sur la santé alimentaire, précisément sur la sécurité sanitaire des aliments. Aujourd'hui, nous nous interrogeons sur le devenir de ces produits. Lorsqu'un produit est déclaré impropre à la consommation, est-ce qu'il y a une procédure qui est prévue pour le traitement de ce produit? Ben, écoutez, déjà, comme je l'ai dit préalablement, merci pour l'invitation. Et j'aimerais d'entrée de jeu saluer Gabon 24 parce que là, nous mettons le curseur sur un problème de santé publique. Voyez-vous, je vais mettre en avant une statistique simple qui a été révélée par la Banque mondiale. En 2005, le taux de personnes victimes d'AVC était de 24% au Gabon. 2005. Pour une si petite population. Voilà. En 2024, suivez-moi bien, c'est parti de 24% en 2005 à 64% en 2024. Voyez-vous? Mais lorsqu'on parle des accidents vasco-cérébraux, la principale cause, c'est l'alimentation ou encore l'hygiène de vie. Donc, lorsque nous mettons le curseur sur la sécurité sanitaire des aliments, c'est parce que nous avons à cœur la santé des populations. Je l'ai dit hier ici qu'on ne peut pas bâtir une nation forte avec une population qui est malade. Voilà. Donc maintenant, pour ce qui est des aliments, lorsqu'il y a des opérations de saisie, voyez-vous, vous m'avez peut-être présenté ici en tant que sociologue politique, mais je suis également détenteur ou du moins propriétaire d'une petite épicerie, très petite. Ce qui Donc veut dire je que vis au quotidien les comportements que nous allons peut-être décrire ici, qui sont ceux-là qui sont mis en avant par ceux qui sont censés veiller à la sécurité sanitaire des aliments. En parlant par exemple de certains agents de la mairie, voilà, qui sont souvent sur le terrain, mais qui malheureusement ne font pas leur travail convenablement. Pourquoi je le dis? Récemment, j'ai par exemple été saisi, d'accord? Il y avait dans cette petite épicerie, là, certains produits qui étaient avariés. Il y a eu cette saisie. Ils ont pris ces produits-là. Dieu seul sait ce qu'ils en ont fait. Mais ce que j'ai pu remarquer, c'est que il n'y a pas eu une véritable procédure. C'est-à-dire que rien n'a été écrit. Ils ont juste demandé à la personne qui gère, parce que je n'en suis pas le gérant, de leur reverser quelque chose et puis bon, voilà. Donc, lorsqu'il y a en principe une saisie, il doit s'en suivre des opérations de destruction. Mais surtout aussi, il faut que la sanction puisse prévaloir. Mais si aujourd'hui nous remarquons qu'il y a autant, j'ai envie de dire, de laisser aller, si aujourd'hui il y a davantage de produits qui sont impropres à la santé, mais qui malheureusement se retrouvent toujours sur nos étals, c'est parce que ceux qui sont censés veiller à ce que cette sécurité, qu'il y ait un minimum de sécurité en ce qui concerne les questions alimentaires, ne jouent pas convenablement leur rôle, malheureusement. Alors, Saint-Esprit Makunga, nous venons d'entendre ce que dit Sir Pavlov Moussavou, lui-même déjà propriétaire d'une petite épicerie.
est-ce qu'il faut toujours attendre qu'une mission de contrôle soit diligentée pour découvrir malheureusement que certains produits sont avariés et par conséquent impropres à la consommation? N'est-ce pas là aussi un devoir pour ces opérateurs économiques d'appeler, d'interpeller ou de saisir directement les organes appropriés pour présenter les produits qui sont avariés dans leur surface commerciale? Est-ce qu'il faut toujours attendre que la mairie, la DGCC ou la Gaza soient présentes? Bon, je pense qu'on ne doit pas forcément attendre parce que tout cela participe à la sécurité alimentaire. Donc, parce qu'on voit ces opérateurs économiques, parfois dès qu'ils ont vu que les produits sont avariés, ils continuent à garder et continuent à commercialiser, à vendre ça. Tout simplement, sans ni les retirer, les stocker, peut-être attendre préalablement. Parce que si on ne peut pas les saisir, on peut au moins les stocker, les produits qui sont avariés, et attendre le contrôle, l'autre là, de service d'hygiène ou de la mairie. Mais si on continue à garder ces produits en état et attendre un contrôle, c'est pas déjà indiqué, c'est pas bien déjà. Donc ça, c'est déjà de mauvais comportements avec lesquels on doit lutter ici au pays, parce que chacun doit travailler. Ceux qui font la police et les opérateurs économiques doivent travailler en synergie pour atteindre les objectifs de la République. Alors, je vais renchérir. Allez-y. Voilà. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une république. Et ce qui est, en principe, dans une république, il y a des lois. Et lorsqu'on parle, par exemple, de la question de la sécurité sanitaire des aliments, je vais me référer à la loi barre numéro 777 du 15 décembre 1977 portant institution d'une police phytosanitaire en République gabonaise. Donc ça veut dire que le législateur a déjà pensé. Et en ce qui concerne le domaine de la sécurité alimentaire ou encore la sécurité sanitaire des aliments, il y a toute une batterie de lois, de décrets, ainsi de suite, en partant de 1965. Donc le cadre juridique est là. Maintenant, il faut peut-être des hommes, mais il faut aussi surtout une réelle volonté politique. J'ai tendance à dire que tout d'abord, tous les problèmes que rencontrent les populations dans un pays sont d'emblée des problèmes politiques. Il faut qu'il y ait des décisions et une volonté ferme. Voyez-vous, aujourd'hui, par exemple, les Gabonais ont des habitudes ou encore des comportements alimentaires qui les poussent quasiment ou quotidiennement à manger dehors. Et la référence ici, ce sont tout ce qu'on nous propose en bordure de route, donc les cafettes, les grillades, ainsi de suite. Donc, est-ce que c'est forcément... Il y a une responsabilité, certes, des populations, mais il faut aussi surtout que les pouvoirs publics, c'est-à-dire ceux-là qui sont gracieusement payés par le contribuable, puissent être sur le terrain pour veiller à ce que tout ce qui va dans l'assiette ou encore dans le ventre des Gabonais puisse remplir un minimum de conditions en ce qui concerne les règles d'hygiène, ainsi de suite. Voilà. Est-ce qu'il suffit d'être sur le terrain et au cours des contrôles pour que les solutions soient sur la table? Nous prenons par exemple la Direction générale de la concurrence et de la consommation et l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire, ces deux institutions qui disposent de laboratoires pour conduire justement des missions d'inspection. Mais lorsque, à la fin de la mission, on se rend compte que des produits sont impropres à la consommation, est-ce que ces organes disposent toutefois toujours, autant pour moi, toujours des moyens techniques pour procéder à la destruction de ces produits qui sont impropres à la consommation, donc dangereux pour la santé humaine et dangereux pour la santé environnementale? Monsieur Saint-Esprit. Ok, si vous permettez, avant de répondre d'abord s'ils avaient des moyens techniques ou des produits pour procéder peut-être à l'incinération de tous ces produits, je devais d'abord revenir. Parce que quand on parle aujourd'hui de la sécurité alimentaire, quand on voit exemple, parmi les organes, on voit exemple la Gaza. Aujourd'hui, au Gabon, si on parle de la Gaza, on voit rien que de la tempête qu'il y a entre le directeur général et son adjoint. Maintenant, si les missions sur le terrain, il y a 2 jours, j'étais à venir voir. J'ai vu à même le sol, les cotises. Parce que quand on parle aujourd'hui des missions d'inspection, rien que des missions spectaculaires, juste pour être vues à la télé. C'est vrai que nous regrettons qu'on aurait bien voulu avoir sur ce plateau un responsable de l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire ou de la Direction générale de la concurrence et de la consommation. C'est ce que nous avons remarqué au Gabon, parce que quand on parle de la sécurité alimentaire, c'est
c'est très important. C'est un sujet très important parce qu'aujourd'hui, comme disait monsieur le spécialiste, si Pavlo Moussavou, en grande partie, la santé de l'homme dépend de son alimentation. Et aujourd'hui, au Gabon, nous voyons que de plus en plus, nous avons des maladies chroniques, l'obésité, nous avons des cancers, nous avons toutes ces maladies liées à la sous-alimentation, sinon à la consommation des produits impropres à la santé de l'homme. Donc nous devions peut-être traiter toutes ces questions avec beaucoup de regard. L'État devait être très pointu là-dessus. Parce que ce que nous remarquons au Gabon, c'est plus un peu du spectacle, un peu du... on était une petite investigation, et puis, mais le reste, le Gabon tout entier, pas seulement ici, partout, le Gabon est livré, est exposé aujourd'hui. Et donc à côté de ça, c'est aussi l'insuffisance alimentaire au Gabon. Parce que tout va de pair. Parce que pourquoi quelqu'un et l'autre, le plus du panier, la ménagère, tout va de pair, c'est lié. Toutes ces choses-là sont liées pour atteindre l'insécurité alimentaire dont le Gabon... La sécurité, vous voulez dire? Oui, la sécurité alimentaire dont le Gabon est victime aujourd'hui. Ah, l'insécurité. Okay. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que... on va dire que lorsqu'on se rend du côté de la grande décharge de Mindoubé, il est plutôt aujourd'hui un peu rare de trouver des produits avariés sur ce site-là. Parce que par le passé, tout s'y déposait. On avait toutes sortes de produits avariés, allant des boissons à la viande, en passant par des conserves. Il y a beaucoup de méthodes pour procéder à la destruction des produits avariés. On peut passer par l'incinération, on peut passer par le broyage, et j'en passe. Est-ce que c'est un problème de volonté politique? Parce que pour broyer, on peut même procéder par la dénaturation. Est-ce que c'est un problème de volonté politique pour que finalement on constate aujourd'hui qu'il y a certains opérateurs économiques qui prennent le risque de se retrouver face aux amendes alors qu'il leur suffit de tout simplement mettre de côté les produits impropres à la consommation ou tout simplement appeler les services compétents? Alors, les services compétents. Tout à l'heure, vous avez parlé de la décharge de Mindoubé, d'accord? Pourquoi est-ce que certains produits avariés, on ne les retrouve pas une fois qu'on se rend sur place? N'oublions pas aussi, et d'ailleurs, M. Makunga l'a révélé ici, où il a relevé autant pour moi que nous avons une population extrêmement pauvre. Voyez-vous, les statistiques de la Banque mondiale sont claires. En 2024, un tiers de la population gabonaise vit en dessous ou vivant en dessous de 4 000 francs jour. Mais lorsqu'on se rend sur la décharge de Mindoubé, on se rend compte, j'espère que ça a changé parce que j'ai vu le président de la République durant la transition y faire un tour, ainsi de suite. Mais il y a plusieurs familles qui dépendent de cette décharge-là. Donc, ne soyons pas surpris que certains produits, une fois débarqués ou jetés là-bas, qu'on ne puisse pas les retrouver parce qu'il y a notamment une sorte de recyclage, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que plusieurs familles pauvres, ou du moins qui vivent dans l'extrême pauvreté, viennent se nourrir ou du moins viennent s'approvisionner dans ces décharges-là, malheureusement. Maintenant, pour ce qui est de la destruction, ainsi de suite, vous avez relevé le facteur environnemental, mais je me dis aussi qu'il y a peut-être un problème pour ce qui concerne les compétences techniques ou encore la ressource humaine. Là, je dis peut-être. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un environnement, et là je vais questionner un peu notre système de formation, que ce soit l'éducation ou encore la formation professionnelle. Nous sommes un peu, jusqu'alors, nous ne sommes pas sortis des métiers, j'ai envie de dire, du domaine du tertiaire, ainsi de suite, voilà, qui font en sorte qu'aujourd'hui on se retrouve avec plusieurs jeunes diplômés, mais qui n'ont pas réellement de capacités techniques, de compétences techniques qui leur permettent de relever les différents défis auxquels notre société fait face aujourd'hui. Je me dis qu'il y a dans ce domaine-là aussi une nécessité de former des jeunes parce que le besoin, il est là. Donc là, je me dis, si aujourd'hui, on ne va pas forcément dire qu'il n'y a pas de volonté politique, parce qu'on se rend compte que l'État met des moyens. La création de la Gaza, par exemple, est une réponse efficace. Donc, depuis 2011, on voit un peu le travail qu'ils abattent, comme ils le peuvent aussi. Mais on se dit aussi peut-être qu'il manque
les compétences techniques. Donc, il va falloir que nous puissions mettre un accent particulier sur la ressource humaine. Et cette ressource-là, il va falloir la former. Voilà. Et Saint-Esprit Makunga, restons sur l'aspect de la destruction des produits impropres à la consommation. Nous avons là une alternative parce que l'État a également la possibilité de procéder par des partenariats publics-privés sans vouloir faire sa publicité. Nous avons Gabon Environnement Service, une des structures qui propose des services dans le domaine de la destruction des produits impropres à la consommation. Donc, c'est pour dire que contrairement à ce que Sir Pavlov dit, la compétence technique, elle est là, même si elle revient du domaine privé. Oui, comme vous le dites, vous le soulignez, la compétence technique, comme vous avez souligné, cette entreprise qui peut aider l'État à incinérer. Parce que pour l'incinération de produits avariés, débouche sur plusieurs facteurs. Parce que si on fait à tout va, à les détruire, comme nous avons vu avant, on pouvait incinérer. Nous voyons que là aussi, quand on incinère, il faut ça crée de la fumée et tout ça, ça participe à déconstruire. L'incinération, on peut la mettre entre parenthèses parce qu'on peut peut-être penser qu'il y a des structures appropriées pour procéder à l'incinération avec des méthodes plus atténuantes, plus appropriées pour l'environnement. Oui, donc on doit tourner vers ces services pour maximiser, pour minimiser, je vais dire, l'impact environnemental. Nous sommes contraires, donc les pouvoirs publics vont être amenés à aller vers ces partenaires qui sont techniquement disponibles. L'autre, là, comment on peut dire, qui répondent aux normes. S'ils répondent à ces normes et que c'est vérifié, je pense que les pouvoirs publics vont se tourner vers ces partenaires pour faire ce genre d'opérations. Effectivement, Sir Pavlov, ce qu'on recherche ici, je crois que c'est l'efficacité d'un service. Voilà, donc que la compétence nous revienne du secteur privé ou du secteur public. Ce qu'on recherche, c'est l'efficacité du service technique. Mais bien sûr, ce qu'on recherche, c'est l'efficacité. Si d'ailleurs nous sommes en train de parler de ces questions-là, c'est parce que le problème n'a toujours pas trouvé solution. Voyez-vous. Mais vous avez mis en avant un acteur du privé. C'est très bien. Mais il y a aussi un autre élément que je veux ressortir ici. Peut-être que je ne suis pas forcément au fait de tout ce qui se fait, permettez-moi la tautologie en termes d'appel d'offres, mais il est peut-être temps aussi qu'il y ait des politiques incitatives, une certaine transparence dans ce domaine-là, que l'État publie certains appels d'offres pour que, en plus de ceux qui sont déjà sur le terrain, qui malheureusement ne sont pas peut-être assez nombreux ou ne répondent pas aux problèmes, ou du moins n'ont pas encore pu véritablement surmonter tous les obstacles, ainsi de suite, qu'il y ait davantage de jeunes Gabonais qui comprennent, qui se rendent compte que voilà un secteur qui peut être créateur d'emplois et qu'il va falloir qu'on occupe. Je reviens toujours à la formation. Si les jeunes se rendent compte qu'il y a des places inoccupées, qu'il y a des opportunités, ça va les encourager à aller subir des formations dans ces domaines-là. Donc il faut qu'il y ait davantage de transparence, que l'État communique pour dire, ben, écoutez, voilà le besoin que nous rencontrons, par exemple, dans le domaine de l'incinération ou encore de la destruction de certains produits avariés, et nous avons besoin que les jeunes, que les populations, qu'il y ait des compatriotes qui puissent davantage s'orienter dans ce sens-là en ce qui concerne leur formation, ainsi de suite. C'est un peu l'élément que je voulais mettre en avant ici. Alors, Saint-Esprit Makunga, lorsqu'on parle de produits avariés, c'est vrai qu'on est en train de mettre l'emphase sur les opérateurs économiques, mais il n'y a pas que les opérateurs économiques. Il peut arriver que dans notre ménage, dans notre foyer, dans notre maison, suite à une coupure d'électricité ou, je ne sais pas, la panne de notre congélateur, de notre appareil, notre stock se retrouve avarié. N'est-ce pas là l'occasion également pour les pouvoirs publics de procéder à la sensibilisation des populations pour leur dire la conduite à tenir si jamais elles se retrouvaient face à une situation pareille? Parce que si moi, mon poulet, il est totalement avarié, qu'est-ce que je dois faire? Si mes boîtes de conserve ont dépassé la date de validité, qu'est-ce que je dois faire? Ok, ça revient encore même de dire qu'il n'y a pas aujourd'hui une entité
sur qui les populations peuvent se reposer. Donc, nous voyons que l'alternative que nous remarquons dans les quartiers, c'est qu'on met dans un sachet et puis on peut mettre à la poubelle, attendre Clean Africa, or que ce n'est pas important. Donc, cela revient à interpeller encore les pouvoirs publics de y mettre un accent particulier pour trouver des solutions à ce genre de situation, par exemple. Est-ce que c'est aux populations peut-être de se rendre auprès de la Gaza ou de la DGCC pour s'interroger sur les procédures, sinon les procédés à mettre en application lorsque un produit est désormais avarié? Écoutez, j'ai mis en avant une statistique ici pour dire qu'un tiers de la population gabonaise vit en dessous du seuil de pauvreté. Voyez-vous? Donc plusieurs Gabonais, plusieurs ménages n'ont pas le choix souvent. Un aliment peut être avarié, ils vont chercher... Permettez-moi, vous êtes en train de nous dire qu'à défaut de mourir de faim, on préférerait mourir de poison? Permettez-moi de développer, d'accord? Allez-y. Pourquoi est-ce que certains ménages sont amenés à recycler par des moyens, j'ai envie de dire, peu orthodoxes, certains aliments? C'est parce qu'ils n'ont pas forcément cette facilité-là à aller se procurer d'autres. Nous l'avons vécu sous la transition, lorsqu'il y a eu, par exemple, des délestages, un phénomène de délestage assez accru. Nous avons vu plusieurs familles perdre leurs provisions. Mais écoutez, si moi, j'ai 10 bouches à nourrir et que désormais je me rends compte que dans mon congélateur, ce que j'ai, ou du moins la plupart des aliments sont avariés, et que je sais que je n'ai pas cette facilité-là à aller m'approvisionner parce que ma poche ne me le permet pas, permettez-moi d'être assez trivial, je vais instinctivement commencer par essayer de recycler certains aliments. Malheureusement, voilà. Il faut qu'on soit, en principe, il faut être pratique. Il faut comprendre aussi, on sait qu'il y a un problème de santé publique, mais il y a aussi, en fait, je me dis que ça, c'est la conséquence. Il y a plusieurs aspects sur lesquels il va falloir que nous puissions nous attaquer. Un des aspects, c'est l'extrême pauvreté dans lequel se retrouvent plusieurs familles ou encore plusieurs compatriotes. Alors, nous sommes pratiquement au terme de ce débat. Saint-Esprit Makunga, votre mot de la fin sur, justement, qu'est-ce que l'État peut mettre en place pour, d'un côté, soutenir les institutions qui sont là pour veiller à la santé des populations, à la santé environnementale lorsqu'on parle de produits avariés, et justement, qu'est-ce que l'État peut mettre à la disposition de ces populations pour procéder justement, je ne sais pas, pour dire que qu'est-ce que l'État peut faire, je reviens, pour donner suffisamment d'informations à cette population lorsqu'elle fait face à des dangers tels que les produits impropres à la consommation. Parce que là, on se rend compte que tous les yeux, tous les regards sont plutôt tournés du côté des pouvoirs publics, que ce soit à travers ces organes de régulation, la Gaza, la DGCC et j'en passe. Ok, merci. Quand nous parlons de cette population, on parle bien et bien de la population gabonaise. Effectivement. Nous ne parlons pas peut-être de l'Australie, de la Norvège, nous parlons de la population gabonaise. Sir Pavlov disait ici que le niveau de vie de Gabonais. Vous avez déjà vu que hier, Mindoubé servait de marché. C'est-à-dire que le produit avait été déclaré avarié, mais les populations accouraient à la décharge de Mindoubé pour tenter de recycler. Donc, est-ce que vous voyez que le débat, nous parlons à une population, nous sensibilisons bien la population gabonaise. Et puis, nous relevons d'un côté la santé, puis les conséquences sur la santé. Et de l'autre côté, ces produits qui doivent être avariés. Parce que là, ces discours que nous voulons tenir, qu'est-ce que nous devions faire de ces produits? Quand ça arrive que mon congélateur a eu avec les délestages, tout ce que j'avais comme poisson se trouve aujourd'hui avarié. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit éviter qui? Mais oui, notre débat doit tenir compte de la population. Donc voici pourquoi je pense que M. Pavlov disait qu'on va au recyclage. Maintenant, pour trouver une solution à ça, c'est la sécurité alimentaire dont nous parlons qui est la base de tout. Parce que nous ne faisons pas un autre débat pour un autre pays, nous faisons bien le débat pour la population gabonaise. Donc voici pourquoi les pouvoirs publics vont être amenés à trouver certes les solutions pour, dès que ce genre de cas arrivent, qu'est-ce qu'on fait pour très rapidement évacuer ces
ces produits avariés qui sont impropres désormais à la consommation et qui sont les facteurs majeurs de la santé, hein, le fragile que nous trouvons, les AVC. On voit déjà des cancers, des enfants de 12 ans qui ont des cancers aujourd'hui. J'étais hier à l'hôpital militaire de Kanda, un enfant de 12 ans qui a un cancer. Donc, ce sont les conséquences liées à ce genre de situation que nous minimisons aujourd'hui, l'impact sur la santé. Merci à vous. Sir Pavlov, en très peu de temps, le maître nous sommes à la ici, fin. on dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, il faut commencer par une sensibilisation préventive. Ça, c'est le premier mécanisme. Il faut également lutter contre l'extrême pauvreté, le deuxième aspect. Et il faut renforcer les mécanismes de prévention, d'évaluation et de gestion des risques sanitaires institutionnels. Voilà. Merci à vous, Sir Pavlov Moussavou. Vous êtes sociologue politique. Vous avez également une expertise en matière d'études d'impact social, environnemental. Merci également à vous, Donald Saint-Esprit Makunga, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes un acteur de la société civile et un acteur de la vie politique. À vous aussi, madame. Merci de nous avoir regardés. À très bientôt.